partout dans le monde. Pour nous, c'est une façon aussi de souligner qu'on est vivant, qu'on est là. Des souvenirs douloureux, un devoir de mémoire. Les êtres humains sont capables de faire tellement de mal. 2,5 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, une nouvelle annonce pré-budgétaire de Justin Trudeau, décriée par Pierre Poilièvre. Pour chaque nouveau dollar de dépenses, le gouvernement devrait trouver $1 d'économie. Et engouement à la veille de l'éclipse solaire totale. C'est l'événement astronomique du siècle. Tout le sud du Québec est privilégié. La météo s'annonce intéressante. Bonjour, ici Nathalie Babagagnon. 30 ans plus tard, le monde se souvient. Le 7 avril 1994, commençait le génocide au Rwanda, qui a fait 800 000 victimes. D'anciens et d'actuels dirigeants se sont recueillis à Kigali. Au Canada aussi, des commémorations ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Ottawa et Québec. Des souvenirs toujours aussi douloureux pour les survivants. Gabrielle Proulx est allée à leur rencontre. Quand on arrive au 7 avril, le corps a déjà enregistré ça. Moi, je commence à ne pas bien dormir. Marie-Josée Kitchali se rappelle du génocide comme d'un film d'horreur, un cauchemar qui tourne en boucle. Elle avait 29 ans à l'époque. On était comme 1500 personnes, mais on était cachés, mais la milice et les militaires venaient tous les jours prendre les gens, en commençant par les hommes. Donc un génocide, c'est ça. Aujourd'hui, à Ottawa et à Québec, la communauté rwandaise reste unie. Le lieutenant général à la retraite, Roméo Dallaire, revient sur sa participation au Rwanda avec les casques bleus. On a toujours resté pour être au minimum témoin de ce que le reste du monde voulait essayer d'ignorer. 30 ans plus tard, les défis en matière de justice restent colossaux, souligne la spécialiste en justice internationale pénale et professeure à l'Université Laval, Fanny Lafontaine. Je pense que jamais on peut dire que justice a vraiment été rendue. On accuse environ 92 personnes, évidemment c'est très peu. Malgré tout, Marie-Josée Kitchali voit tout de même un espoir chez les jeunes Rwandais. L'éducation et la paix. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal. Israël se prépare pour une opération militaire à Rafah, après avoir retiré partiellement ses troupes au sol dans le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le ministre israélien de la Défense. Pendant ce temps, des milliers de manifestants se sont massés devant le Parlement à Jérusalem pour réclamer la libération des otages dans l'enclave palestinienne. Voici le compte-rendu de Charlotte de Rouen. Des dizaines de photos d'otages émergent de la foule, accrochées à des pancartes. L'émotion est forte. Quelques larmes coulent lorsque les photos d'otages libérés retrouvant leur famille sont projetées sur les écrans. Dory Tenkin a fait 2 heures de route pour manifester à Jérusalem. L'un des amis de sa fille de 22 ans a été enlevé le 7 octobre alors qu'il participait à un grand festival de musique dans le désert. Je suis venue pour soutenir les familles, pour partager leurs souffrances. Et peut-être qu'avec autant de manifestants, le gouvernement va agir plus vite parce que les otages doivent rentrer chez eux. Because they need to be back home. Libérez-les maintenant. Le message est aussi écrit sur le t-shirt de Shea Zohar. Son neveu, Omer, fait partie des militaires enlevés à la frontière le 7 octobre. 6 mois ont passé et rien n'a changé. Il faut que les choses bougent. Ils sont détenus dans des conditions terribles, ne mangent pas à leur faim et ne sont pas soignés. Tous les otages doivent être libérés maintenant. Parmi les familles d'otages, beaucoup ne cachent plus leur colère. Amit Weinberg est exaspéré par la politique menée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Tous les Israéliens ne supportent pas sa politique. On ne veut pas que la guerre continue. On ne veut pas sacrifier les otages sur l'autel de la guerre. Ce n'est pas la volonté du peuple, mais celle du gouvernement. Sur les 133 otages toujours détenus à Gaza, 34 seraient morts selon l'armée israélienne. Ici Charlotte de Rouen, à Jérusalem pour Radio-Canada. Ottawa a annoncé un vol de rapatriement supplémentaire à partir d'Haïti dans les prochains jours. Dans un message publié sur la plateforme X, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirme avoir constaté un afflux de demandes à la dernière minute. Le vol organisé par Affaires mondiales Canada, qui est parti aujourd'hui, devait être le dernier.
plus de 250 personnes ont pu quitter le pays depuis le début de l'opération d'évacuation le 25 mars. Le gouvernement Trudeau poursuit sa série d'annonces pré-budgétaires. Après des investissements, notamment dans le logement, Ottawa réserve près de 2,5 milliards de dollars pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle. Voici le reportage de François Joly. Les annonces se suivent et la facture monte pour Justin Trudeau à l'approche du budget. À comprendre des investissements de 2,4 milliards de dollars pour créer des emplois dans le secteur de l'intelligence artificielle. À la fin, dans les sondages, les libéraux ont annoncé pour plus de 10,5 milliards de dollars en nouvelles dépenses depuis 2 semaines. Un rythme cependant insoutenable, selon le chef conservateur Pierre Poilievre. On ne peut pas continuer d'ajouter à notre dette, ça va causer une pire inflation. Il demande au gouvernement fédéral d'exempter les agriculteurs de la taxe sur le carbone, d'accélérer la construction de logements et de plafonner les dépenses publiques. Pour chaque nouveau dollar de dépenses, le gouvernement devrait trouver $1 d'économie. Justin Trudeau brandit de son côté le spectre de l'austérité si jamais Pierre Poilievre reprenait le pouvoir. Les coupures dans les programmes et les services qui sont justement là pour aider les Canadiens qui font face à des moments difficiles. Maintenant, c'est pas la bonne solution. Les frais de la dette fédérale frôlent cependant les 50 milliards de dollars, prévient l'ancien conseiller de Justin Trudeau, Robert Asselin. On va donner plus d'argent cette année au service de la dette, au transfert en santé pour toutes les provinces combinées. Alors, si on continue comme ça, on va se mettre dans une situation très précaire. L'ampleur du déficit fédéral sera connue lors du dépôt du budget le 16 avril. Ici François Joly, Radio-Canada, Montréal. Plus que quelques heures avant l'éclipse solaire totale de demain après-midi, un événement rare qui ne reviendra pas avant 20 ans au Canada. En prévision de l'afflux de passionnés, de curieux de partout au pays et des États-Unis, la municipalité de Niagara Falls, en Ontario, a même décrété l'état d'urgence la semaine dernière. Jérémy Bergeron est sur place. Jérémy, les touristes sont déjà arrivés pour observer le phénomène. Oui, l'après-midi s'installe à Niagara Falls. La ville s'attend à accueillir, à mon avis, une foule record pour un seul événement, jusqu'à 1 million de visiteurs demain, selon le maire, car Niagara Falls se trouve dans le corridor de la totalité pour ce phénomène. L'heure est donc au dernier préparatif, montage de la scène, mise en place de toilettes portatives, installation de tours cellulaires temporaires. Et il y a un facteur incontrôlable, dame nature. Le ciel pourrait être gris demain. Voici la réaction de touristes rencontrés. Ils sont venus près de New York City. Mon fils m'a dit qu'il ne voulait pas venir s'il y aura de l'asile, mais bon, on prie. Ça fait 1 an et demi qu'on prépare le voyage. On va espérer qu'il va faire beau et puis qu'on va réussir à voir cette belle éclipse. Et pour ce qui est du Québec, Jérémy, le point de rendez-vous pour les férus d'astronomie est l'Observatoire du monde mégantique. L'astrolabe là-bas se prépare pour son événement du siècle. Voici un des responsables, Sébastien Giguère. Non seulement la bande de totalité passe sur le monde mégantique, mais avec la ligne de centralité. Donc, on est vraiment, pendant quelques secondes, on va être en plein centre de l'onde de la Lune. Donc, la symbolique est vraiment incroyable. Et l'événement astronomique du siècle, tout le sud du Québec est privilégié. Mais avec cet engouement un peu partout dans l'est du pays, il faut s'attendre à de la congestion routière demain pour cette journée où la Lune donne rendez-vous au soleil. Merci, Jérémy. Au revoir. Et nous allons revenir sur les prévisions météo pour demain avec Sarah Murphy. Sarah, est-ce que les conditions seront propices à l'observation de l'éclipse? Pour le sud du Québec et le Nouveau-Brunswick, on va avoir un ciel quasi 100% dégagé. Certes, on peut avoir présence de filets nuageux, mais rien pour venir couvrir l'éclipse complètement. Donc, oui, Montréal, Lac-Mégantic, Sherbrooke, Fredericton du côté du Nouveau-Brunswick, une partie de la péninsule acadienne aussi. Alors, des conditions propices au contraire de Niagara Falls, notamment Cornwall, où malheureusement, il y a une bande de nuages qui s'amène, qui va venir s'installer. Et là, on va parler d'une couverture nuageuse à 60%, malheureusement, pour le secteur de l'Ontario. Même scénario pour les îles de la Madeleine aussi, où on va jongler entre nuages et soleil, éclaircies possibles, mais certainement un peu plus couvert et complètement nuageux pour Terre-Neuve et Labrador, notamment du côté de Saint-Jean-Terre-Neuve, quoiqu'ils ne sont pas nécessairement dans l'alignement de l'éclipse, mais oui, ce sera plus couvert pour l'extrême est du pays. Alors c'est au Québec et au Nouveau-Brunswick où les conditions seront plus propices pour admirer ce phénomène. Merci Sarah. Merci. Voilà, c'était le Radio Journal. Bonne soirée.